Précédemment. L'Inquisition est alors chargée de traquer les hérétiques et de vérifier si les convertis le sont vraiment. Mais vous l'aurez compris, l'expulsion des Juifs correspond à un déclin de l'usage du judaismo, puisque les nouveaux convertis doivent aussi s'intégrer linguistiquement. Au XIXe siècle, on assiste à un fort développement de la littérature et de la presse en yiddish. De plus, le yiddish est la langue du prolétariat juif. Et à cette époque, de nombreux ouvriers décident de migrer vers les États-Unis, les Ashkénazes y compris, en portant avec eux le yiddish. Bonjour YouTube. Aujourd'hui il existe un État juif, l'État d'Israël, donc quid de sa politique linguistique? Mais du coup, quelle langue parlent les Juifs aujourd'hui? C'est précisément ce qu'on va voir dans cette dernière partie de ce 6e épisode consacré aux langues juives. Je ne vais pas longuement parler de la Seconde Guerre mondiale que nous connaissons tous assez bien pour les atrocités qui ont été commises. Mais comme vous vous en doutez, c'est à partir de ce moment que l'usage des langues que sont le yiddish et le judaismo va fortement décroître. 85% des juifs exterminés durant l'Holocauste étaient de langue yiddish. Beaucoup des juifs déportés venaient également des Balkans, ancien territoire ottoman où les séfarades de langue judaismo s'étaient installés. D'ailleurs, en ce qui concerne le judaismo, son usage avait déjà fortement décru en Afrique du Nord suite à la colonisation française, puisque beaucoup de séfarades avaient alors adopté le français comme langue usuelle. Enfin bref, la fin de la Seconde Guerre mondiale rime surtout avec la création de l'État d'Israël, et donc avec la réapparition de l'hébreu. Et là, chez vous, c'est le moment où ça doit tilter, c'est le moment où ça va coincer un peu, c'est le moment où vous allez vous poser des questions. Car oui, on avait plus ou moins établi à la fin de la première partie de cette vidéo consacrée aux langues juives que l'hébreu avait disparu, avait cédé sa place à d'autres langues juives. Et c'est vrai. Mais parlons un peu d'Eliezer Isaac Perelman Elianov, également connu sous le nom de Eliezer Ben Yehuda. Eliezer est un philologue juif, né à Louiki en 1858 dans l'actuelle Biélorussie. Comme la plupart des juifs de l'Europe de l'Est à cette époque, il parle alors le yiddish. Eliezer est issu d'une famille hassidique, mais il se tourne vers les idées de la Haskalah durant son adolescence. La deuxième moitié du 19e siècle en Europe rime avec l'émergence des nationalismes et le concept d'État-nation. Et c'est durant cette période que l'Allemagne et l'Italie s'unifient autour d'un élément central qui est la langue. Chez les juifs, et notamment dans l'Europe de l'Est, dans les communautés ashkénazes, on assiste également à l'émergence d'un sentiment national. Certains juifs rêvent alors de retourner au Proche-Orient pour y fonder un État indépendant. C'est ce qu'on appelle le sionisme. Cependant, si les juifs se sentent membres d'une même communauté, ils parlent tous des langues différentes. On a parlé des différentes variétés du yiddish, du judaismo, nous avions évoqué le judéo-arabe, et ils parlent également les langues des pays dans lesquels ils vivent, comme le français, l'allemand ou l'anglais. Eliezer est convaincu que la nation juive ne peut se faire qu'autour d'une seule langue, et cette langue, ça doit être l'hébreu. Or, comme nous l'avons déjà évoqué, l'hébreu est une langue morte, et ce depuis des siècles. Eliezer va donc tout simplement projeter de la reconstruire. La tâche ne sera pas simple, car Eliezer va rencontrer de la résistance chez les adeptes de la Haskalah, qui, comme nous l'avons dit, prônent une intégration maximale des juifs dans leurs pays respectifs. Pour la Haskalah, l'hébreu ne doit pas servir à autre chose qu'à la littérature puriste, et il est alors donc hors de question de le ressusciter pour qu'il soit parlé au quotidien. Les hassidiques y sont également opposés, puisqu'ils sont au départ profondément antisionistes. Les hassidiques considèrent que seul le Messie peut recréer Israël. Recréer Israël à sa place, c'est refuser l'autorité de Dieu. Eliezer n'en démord pas, et d'ailleurs il ne va pas se limiter à ressusciter l'hébreu, il va également tout simplement le réinventer. L'hébreu moderne peut être associé à des langues construites comme le Tokipona, le Volapük ou encore l'espéranto. En effet, les langues construites sont des langues qui sont l'œuvre de l'homme, et elles s'opposent en cela aux langues naturelles qui se développent spontanément. Alors je sais, ça peut paraître bizarre comme ça. Mais pourtant, alors je ne vais pas tout détailler ici parce que ça fera l'objet d'un épisode à part entière, mais il existe plusieurs types de langues construites et l'un de ces types est le type a posteriori. Une langue construite a posteriori est une langue construite qui est basée sur une ou plusieurs langues naturelles. Eliezer s'inspire donc de l'hébreu biblique et de la prononciation séfarade de l'hébreu et il va également inventer de nouveaux mots pour combler les manques lexicaux. En 1881, il émigre en Palestine ottomane où il essaye de promouvoir son nouvel hébreu, mais son projet aura alors peine à trouver son public. Les juifs locaux préfèrent alors le russe, le français, l'allemand ou l'anglais. Il s'installe à Jérusalem et il impose l'hébreu dans son cercle familial tout en incitant les autres familles à faire de même. En 1882, Eliezer commence à enseigner l'hébreu à l'école de l'Alliance israélite universelle et en 1886, la première école en hébreu est établie dans la colonie de Rishon LeZion. À l'époque, la plupart des familles juives sont réfractaires à l'enseignement de l'hébreu moderne, qu'ils considèrent comme inutile, cette langue étant peu parlée, peu comprise, ayant de sérieuses lacunes lexicales lorsqu'il s'agissait de décrire les activités quotidiennes, ayant une prononciation alors non standardisée. La grammaire de l'hébreu s'étoffe et son enseignement se poursuit. Peu à peu, l'hébreu s'imposera dans le domaine public juif, où il servira pour les conférences, les discussions publiques, au détriment bien évidemment du yiddish qui sera fortement rejeté. N'oubliez pas qu'à l'époque, comme on l'a évoqué précédemment, le yiddish était la langue juive la plus parlée. En 1902, l'hébreu d'Eliezer n'était parlé que dans une dizaine de familles, alors que le yiddish était parlé par près de 11 millions de personnes. En 1909, la première ville hébreuse, Tel Aviv, est fondée et l'hébreu y devient courant. Toute l'administration de la ville est en hébreu, les panneaux et tout l'affichage public également. À cette époque, les premiers locuteurs ayant l'hébreu comme langue maternelle apparaissent. Tous les nouveaux olim, c'est-à-dire les juifs retournés en Palestine, sont forcés d'apprendre et parler l'hébreu. Une académie de langue hébreuse est fondée pour standardiser la langue qui n'est pas encore uniforme. En 1913, une guerre linguistique surgit, opposant les défenseurs de l'hébreu comme langue d'enseignement technique et ceux qui préféraient l'allemand. Ce dernier ayant alors un large vocabulaire technique, tandis que l'hébreu à cette époque n'en avait tout simplement pas.
Le camp des défenseurs de l'hébreu l'emporte et l'Institut technologique est fondé, et ce notamment afin de répondre aux besoins lexicaux des domaines techniques. D'ailleurs, entre 1915 et 1920, énormément de nouveaux mots apparaissent, et ce dans tous les domaines. En 1922, l'hébreu devient une des langues officielles de la Palestine sous mandat britannique, et les juifs ne parlant pas hébreu dans la rue sont sommés de le faire. L'hébreu moderne est donc considéré comme une langue sémitique au même titre que l'hébreu ancien. Mais en réalité, l'hébreu moderne est plus un créole entre indo-européen et sémitique. En effet, on trouve dans la langue de nombreuses influences yiddish, françaises, anglaises, allemandes, espagnoles. De nombreuses structures sont également prises aux langues slaves. Le judaismo est également beaucoup influencé. Bref, l'hébreu moderne a également pris beaucoup aux langues parlées par les juifs avant qu'ils émigrent en Palestine. Des mots comme gazaz ou exhaust peuvent par exemple sembler typiquement hébreux, ce sont en réalité des emprunts. Le premier vient du français eau gazeuse, et le deuxième vient de l'anglais exhaust. L'ordre des mots est en hébreu moderne le plus souvent du type sujet, verbe, objet, comme dans les langues indo-européennes que sont l'allemand, le français, l'anglais ou l'espagnol, et comme c'était le cas en yiddish et en judaismo, alors qu'il était plutôt verbe, sujet, objet en hébreu biblique. En 1948, lorsque l'État d'Israël devient indépendant, l'hébreu devient langue officielle aux côtés de l'arabe. L'anglais quant à lui est choisi comme langue de signalisation et comme langue seconde. Notons également que dans un premier temps, le français est également choisi comme langue diplomatique. Rapidement, beaucoup de juifs du monde entier et de langues diverses immigrent en Israël, beaucoup d'entre eux parlant d'ailleurs français, russe, allemand ou anglais. Parmi ces langues justement, on trouve bien évidemment le yiddish et le judaismo. Cependant, le yiddish est fortement réprimé. Les représentations culturelles en langue yiddish sont même alors interdites et les citoyens sont obligés de choisir des prénoms hébreux. Suite à cette politique linguistique, l'usage du judaismo et du yiddish chute fortement, les ashkénazes et les séfarades étant alors obligés par la force des choses de parler hébreu. La seule exception concerne les juifs haredim qui ont alors hérité des principes hassidiques et qui dans le refus de la modernité et du sionisme ont conservé le yiddish comme langue familiale et comme langue culturelle. Je sais pas si vous êtes vraiment familier avec le terme haredim, mais souvent les haredim sont qualifiés d'ultra-orthodoxes, c'est un terme qui est beaucoup plus courant. Après l'hébreu ancien, puis l'araméen, puis le yiddish et le judaismo, c'est donc le nouvel hébreu qui s'est imposé comme la nouvelle langue des juifs, même si aujourd'hui, la langue la plus parlée par les juifs est l'anglais. En 2011, 50% des Israéliens avaient comme langue maternelle l'hébreu. A contrario, 10% des juifs israéliens n'avaient pas une bonne compréhension de cette langue. À partir de 1990, la politique linguistique a changé. Par exemple, les russophones, qui sont les plus nombreux après les hébrophones et les arabophones, ont désormais accès à des canaux télévisés dans leur langue. Les juifs éthiopiens, quant à eux, ont des émissions radiophoniques en amharique ou en tigrinya. Et le yiddish et le judaismo, dont l'usage a fortement chuté, font désormais partie de programmes de sauvegarde. Nous avons donc parlé des langues juives les plus connues, mais sachez qu'il en existe plein d'autres. On a par exemple le judéo-provençal, également appelé chouadit, le judéo-grec dont on a parlé précédemment, qui s'appelle le yévanique, le judéo-perse également appelé jidi, le judéo-berbère également appelé temesir tudai, le judéo-italien également appelé laz ou judaesco. On a d'autres langues qui sont beaucoup plus surprenantes. On a le judéo-géorgien également appelé kivruli, on a le judéo-tchèque appelé knanitz, on a le judéo-marathi, on a le judéo-malayam, on a même le judéo-chinois. Notez que dans cet épisode, on a surtout utilisé l'alphabet latin pour transcrire les langues juives. Bien évidemment, c'est pour des raisons pratiques, pour que ce soit plus agréable pour vous. Le plus souvent, les langues juives utilisent en fait l'alphabet hébreu, ou plutôt des adaptations de cet alphabet. Malgré tout, l'alphabet latin et l'alphabet cyrillique ont également été beaucoup utilisés. Et d'ailleurs, on a même très souvent utilisé plusieurs alphabets à la fois. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner pour recevoir les notifications de la chaîne, notamment pour ne louper aucune vidéo. Et finalement, vous pouvez contribuer à la chaîne en donnant des tips. Pour ceux qui ne savent pas, le tip c'est un peu un pourboire que vous donnez de façon mensuelle ou de façon unique, c'est un peu comme vous voulez. Sur ce, je vous laisse et je vous dis au revoir.